Les lionnes de Chauvet de Sophie Marvaux aux éditions 10-18. Chapitre 1. Je me redresse, emmitouflée dans ma fourrure d'ours. Les 2 autres couches d'herbes sèches sont vides. Tizia, ma mère, et Naëlys, ma presque mère, ne sont plus là. Pourtant, l'aube se lève à peine. Je m'habille sans bruit pour ne pas réveiller les dormeurs des autres tentes et je sors. Dehors, le ciel blanc se confond avec le sol. Sur les bords de la plateforme rocheuse, exposée aux intempéries, la neige m'arrive déjà à la taille. Un vent puissant pousse les flocons drus sous l'avancée de la falaise et l'humidité glacée se dresse de tous côtés, comme une muraille infranchissable. Délicatement, j'écarte le pan de peau qui ferme chacune des autres tentes silencieuses. Comme je m'y attendais, ma mère et ma presque mère ne s'y trouvent pas. Elles doivent peindre dans la grotte sacrée. Ces derniers temps, elles voulaient terminer un cerf dont le ventre suit une arête rocheuse. Sur la terrasse, je ranime le feu mourant, à peine surprise qu'elles aient oublié de s'en occuper. La première est connue pour ses étourderies. La seconde, malgré les années, lui emboîte toujours le pas avec enthousiasme. Heureusement, les autres lionnes veillent aux provisions de bois et de nourriture. Ramassant un brandon, j'allume la mèche d'étoupe de ma lampe, une pierre creuse remplie de graisse, et je m'avance dans la grotte. Au mugissement tourmenté de l'esprit du vent succèdent les murmures immuables et apaisants de l'esprit de l'eau, quand il danse avec l'esprit de la terre, les gouttes des stalactites embrassant la pointe des stalagmites. La vaste salle d'entrée, presque aussi haute que large, semble prête à déchiqueter le visiteur de ses dents acérées, à l'engloutir dans son ventre de pierre. Je fréquente le lieu depuis mes plus jeunes années et je connais par cœur les endroits où poser les pieds. Il faut tout de suite tourner à gauche et se faufiler entre les premiers piliers rocheux. Voilà comment les esprits protègent les initiés et dévorent les intrus. De l'autre côté, une grande salle silencieuse accueille les réserves. Je la parcours pour rejoindre la galerie aux roches rouges et blanches, que des brèches au ras du sol éclairent doucement. Aucune peinture n'a été ajoutée à ce décor impressionnant, fabriqué par les esprits. Il faut attendre la grande salle suivante pour découvrir les premières merveilles humaines. Des rhinocéros, un grand cheval, des mammouths. Mon œuvre préférée est la plus modeste. Un hibou grand-duc, dessiné du bout des doigts dans la surface tendre et claire. Situé face à l'entrée, il paraît tourner la tête à l'approche du visiteur. C'est la signature de ma mère. Elle l'a inventée à son arrivée à Pont-de-Roche, bien avant d'imaginer qu'elle aurait un jour une fille à qui elle donnerait le nom d'un oiseau nocturne. Yoalna signifie « œil de chouette ». Les esprits l'ont entendu. Comme Tizia, j'ai la vue perçante des rapaces, y compris la nuit. La salle est déserte. Depuis quelque temps, les 2 peintres travaillent plus loin, au-delà d'un rideau de colonnes de glace. Je le contourne et descends la pente. Tout en bas, les esprits de l'eau, de la terre et du feu dansent ensemble dans un foisonnement de ruisselets, de roches couleur sang et de courants d'air. Je remonte dans une galerie étroite que ma mère compare à une tente un jour de tempête, avec son profil triangulaire et ses longues draperies. À suivre de la main au-dessus de la tête pour éviter de se cogner. Sans oublier d'éclairer le sol de l'autre main à cause des paliers, hauts comme la moitié de sa taille, que des pierres aident à escalader. Aucun bruit de pas ni de voix ne parvient jusqu'à moi. Mais je sais que parfois Tizia et Naëlys contemplent longuement les lieux en silence. La sortie de la galerie surplombe un immense espace voûté. Elles y ont préparé un foyer et entassé du bois. L'échafaudage en noisetier est calé contre la paroi de gauche, les racloirs posés sur l'étage intermédiaire, les fusains bien taillés, les pinceaux, les pigments de roche soigneusement rangés, prêts à être utilisés. Tout au fond de la salle, sur une autre paroi, une harde de lionnes, accompagnée de quelques lions, dresse la tête et rugissent, prêtes à attaquer, provoquant la fuite de plusieurs bisons. L'œuvre d'une grande puissance domine celle qui lui fait face et qui est bien antérieure au travail de Tizia et de Naëlys. Je détourne la tête par réflexe sans pouvoir m'empêcher de lancer un coup d'œil rapide aux piliers isolés. Je vérifie que son pouvoir malfaisant ne va pas se jeter sur moi. La femme représentée n'a ni tête, ni pied, ni main. Elle est renversée en arrière, ce qui met au premier plan son sexe à la toison noire, à la fente marquée.
Un chaman à l'énorme tête de bison tout aussi noire, prolongée par 2 cornes arrondies, longues et fines, avance son menton vers la fente avec gourmandise. Sur le côté, Tizia a prolongé le ventre de la femme en tête de lionne. Les esprits n'auraient pas permis qu'elle efface cette peinture, mais ils ont accepté qu'elle atténue sa puissance. Tournant le dos au pilier, je prends le temps de contempler les félins, dont la force collective, je le sens, me protège de dangers que je ne connais pas encore. J'ai atteint l'extrémité de la grotte sans trouver les peintres. Pourtant, je ne panique pas. Paniquer face au danger le rend encore plus dangereux. Je l'ai appris très tôt, comme tous les enfants. Mais puisque ma mère et ma presque-mère ne se trouvent ni sur la terrasse, ni à l'intérieur de l'abri sacré, cela signifie qu'elles ont été surprises au dehors par la tempête de neige, en pleine nuit. Hier soir, dans la pénombre de la tente, je les ai vues enfiler leurs anoraks et ressortir. J'ai cru qu'elles allaient s'accroupir plus loin, comme elles le faisaient toujours avant de se coucher, et qu'elles allaient bientôt rentrer. Je me suis endormie sans aucun pressentiment. Une discussion entre elles me revient à l'esprit. Bien que Tizia ait eu l'occasion d'observer la plupart des animaux dangereux, elle n'a vu de près qu'un ourson, dont elle a dessiné sur une autre paroi le profil à l'ocre rouge. Désormais, elle veut représenter un adulte. Très exigeante, elle ne néglige jamais aucun détail. Or, en hiver, le sommeil des ours est plus profond que d'habitude. J'ai entendu ma mère expliquer à ma presque-mère qu'il fallait en profiter, le mieux étant d'arriver juste après le crépuscule, dans le ravin où l'un d'eux s'abrite. Elles pourront observer le dormeur en restant à quelques pas de distance et sans s'attarder. S'il se réveille, il aura peur de leur torche, ce qui leur laissera le temps de s'enfuir. Naëlys s'est écrié que Tizia était folle avant de se laisser convaincre. Dehors, le clan des lionnes s'éveille lentement. La neige abondante engourdit les humains comme les animaux. Au-dessus du mur glacé qui borde la terrasse, les gros flocons de rue ne laissent plus rien deviner de la vallée, ni même de l'arche qui reliait les 2 falaises. Personne, même pas Malinif, la plus expérimentée des habitantes de Pont-de-Roche, ne pourrait quitter l'abri pour partir à la recherche des disparus. Pendant que je verse des larmes dans ses bras affectueux, elle tente en vain de me dissimuler sa propre inquiétude. Nous supplions ensemble les esprits de protéger Tizia et Naëlys, en espérant qu'elles aient pu s'abriter quelque part. Mais la tempête dure 5 jours. Quand les esprits se calment enfin, le soleil qui resplendit sur l'épais manteau blanc nous aveugle, même sur la terrasse. Équipés de visières en osier, les lionnes explorent prudemment le début du plateau et les rives proches. Elles acceptent que je les accompagne malgré mes 9 printemps. Nous revenons bredouilles. Puis les lunes passent, les unes après les autres. La neige tombe plusieurs fois en abondance. Je pense souvent aux peintures puissantes qui s'affrontent dans les entrailles rocheuses de la grotte sacrée, et je confonds leur combat avec la lutte des 2 peintres pour survivre. Je cherche à me distraire de mon angoisse. Je réunis les enfants, leur distribue des boules d'argile et des stylets de bois, dessine les figures de la grotte, les encourage à m'imiter. Tizia et Naëlys ont toujours accepté que j'assiste à leur travail, à condition d'être silencieuse. J'étais capable de rester longtemps à les regarder, fascinée par la magie qui jaillit des doigts de ma mère. Celle-ci était la seule à représenter les animaux. Ma presque-mère entretenait le feu, préparait les outils et les pigments, débattait longuement de chaque étape. Elle disait que les esprits les inspiraient mieux lorsqu'elles étaient ensemble. Au dire de tous, membres du clan des lionnes et visiteurs de passage, ce qui reliait les presque sœurs était aussi exceptionnel que l'arche rocheuse que nous avons sous les yeux. En reproduisant leurs gestes, en les enseignant aux autres enfants, je me remémore leur histoire, que l'une ou l'autre m'a racontée, avec autant de vie que lorsqu'elle dessinait.